Ça. Ça. Donc Christine Latournerie, donc je suis candidate sur la 2e circonscription du Doubs, avec mon colistier, Jérôme Nozé. C'est ça. 46. 46 ans. Donc moi j'en ai presque 52, donc j'ai 2 fils. Je suis à l'UPR, ça fait à peu près 2 ans. Avant j'étais à l'UMP. J'ai milité pour l'UMP. J'étais aussi présente sur la 2e circonscription pour les élections municipales de 2014 avec Jacques Grosperrin. Donc j'ai laissé ce parti. C'était pas, il n'y avait pas assez de politique à mon goût. Et puis je suis tombée sur l'UPR, comme tout le monde, sur Internet, en allant sur Internet. Et donc mon engagement date à peu près 2 ans. Voilà, pour mon engagement avec l'UPR. Et puis Jérôme. Jérôme Nozé, j'ai 46 ans, séparé, pas d'enfant. Je suis cadre à la SNCF depuis 22 ans maintenant. Auparavant, j'étais chauffeur routier. J'ai changé de mode de transport dans ma profession. Comme Christine, j'ai découvert l'UPR via Internet. Une conférence qui s'appelait « Qui gouverne la France et l'Europe ». Et à l'époque, j'étais au front de gauche. Et j'ai tout de suite compris que, entre guillemets, l'arnaque de l'autre Europe, c'était pas possible. Et du coup, j'ai rallié l'UPR. Et depuis, j'ai pris des responsabilités puisque je suis le responsable départemental pour l'UPR. Voilà. Donc vous avez vu un peu l'écart, moi plutôt donc UMP, Jérôme, voilà, front de gauche. Et on est aussi à côté l'un de l'autre, on parle politique et on ne se tape pas dessus. Ça, c'est la magie de François Asselineau de l'UPR. Donc, après la présentation de l'UPR, et de pourquoi l'UPR a été créé. Donc, François Asselineau a créé l'UPR le 25 mars 2007, le jour du traité de Rome. C'est le premier traité européen. En fait, au début, il faisait essentiellement des conférences. Et par la suite, il a créé son parti politique. C'est ça, en 2007. C'est quelqu'un aussi qui a remis un rapport à Nicolas Sarkozy, où il exprimait, il expliquait déjà que l'Europe était... l'euro était voué à l'échec. On peut dire que c'est un premier lanceur d'alerte. Il a remis un super rapport, et puis ça lui a valu d'être mis au placard. On l'a mis directement au placard, voilà. Dans ces conditions, il n'y avait plus qu'une chose à faire, même si ce n'était pas son désir premier, c'était de faire un parti, de fonder un parti. Donc la première, on va dire, quand il a fondé son parti, il devait être à peu près 50 personnes, il devait pleuvoir des cordes, et puis il a dû avoir 15 adhésions ce jour-là. C'était compliqué, ça commençait difficilement, on ne va pas dire que c'est parfait maintenant, mais on est quand même maintenant plus de 28 000 adhérents. Donc ce qui est beaucoup. Le parti a 10 ans. Grâce aux élections présidentielles, on a presque doublé. On est passé de 14 000 on a doublé, à 28 000. En adhérents, oui. Ouais, en adhérents. Donc ce qui veut dire que les médias sont très importants. Pourquoi je parle des médias? C'est parce que malheureusement, au cours de ces 10 ans, nous sommes passés très 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 peu à la télévision. Vous l'avez découvert, je pense, aux élections présidentielles. Donc on appelle ça blacklisté, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lui donner la parole. Donc là, on était obligé de lui donner la parole, c'était obligatoire, c'est le CSA, puis c'est les temps de parole obligatoires, les 15 derniers jours de la campagne présidentielle. Et puis vous avez vu, là, on est repassé dans l'oubli. Alors qu'on présente 574 candidats. C'est-à-dire qu'on est le parti qui présente le plus de candidats. En plus, on a vraiment pas de chance. Ils nous ont mis dans divers, c'est-à-dire qu'on n'est même pas identifié UPR. Donc on est les gens qui présentent le plus de candidats. Mais malheureusement, comme ils nous ont mis dans divers, on nous a associés avec d'autres candidats. Donc ils citent sur le bout des lèvres qu'on est le premier parti à représenter autant de personnes. Donc ça, c'est pour présenter le parti. Tu voudrais rajouter des choses que je n'ai pas dites? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que
Les premières élections pour l'UPR ont été les élections européennes en 2014. Donc on a fait 77 000 suffrages en 2014. Ensuite on s'est présenté au régional en 2015. On a fait 190 000 suffrages. Et là, la présidentielle, on a fait 332 000 suffrages, ce qui fait qu'on est en croissance permanente. Au niveau des suffrages, on peut aussi rajouter que le site internet de l'UPR est le site internet le plus consulté de tous les partis politiques français. Et puis la chaîne vidéo aussi, YouTube. La chaîne vidéo YouTube, où on est à plus de 11,5 millions de vues, ce qui est considérable au regard de la chaîne de Macron, par exemple, qui a 1,5 million de vues. Donc en fait, on passe très peu dans les médias, mais on est très très connu, très suivi sur Internet. On pourrait compléter aussi nos à peine 1% par des explications. Hein. Bien sûr, on a été victime, on pense, beaucoup du vote utile, hein, des gens qu'on a pu rencontrer sur le marché qui nous ont dit on aurait bien voté pour lui, mais comme c'est un petit candidat, qu'on va annoncer comme un petit candidat, on a préféré en choisir un autre. Alors moi je leur dis, voilà, c'est bien, comme ça vous avez ni l'un ni l'autre. Donc de ceux que vous avez choisis, c'était pour faire barrage à Macron, des choses un petit peu comme ça. Ensuite, les explications de ce 1%, c'est le peu de médiatisation. Et puis il faut reconnaître qu'on parle de quelque chose qui peut faire un petit peu peur, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne par cet article 50. Hein, nous, on ne dit pas qu'on va faire peut-être, ou on va peut-être renégocier, on va aménager des choses. On dit directement qu'on veut sortir de l'Union européenne, donc on dit les choses clairement, on les annonce clairement. Donc c'est vrai que ça a besoin de pédagogie, d'être expliqué. On pensait que d'expliquer aux gens que c'était vraiment quelque chose de très important, en leur expliquant pourquoi, en leur donnant des arguments. On a cru que ça allait faire un électrochoc. C'était un peu raté pour l'électrochoc. Donc bien maintenant, il ne reste plus qu'à prendre notre bâton de pèlerin et puis de continuer, de pouvoir informer. Et puis on se dit que les événements, lorsqu'on ne souhaite pas, vont aller dans notre sens et puis vont faire comprendre aux gens qu'il est urgent, mais vraiment urgent de sortir de l'Union européenne. Peut-être on aurait pu compléter aussi que l'idée de François Asselineau, c'était l'idée du CNR. Oui, on peut en parler un peu. Ouais. Donc en fait, François Asselineau a compris par le passage dans ces différents cabinets ministériels que l'Union européenne, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, plus d'autres articles dans les traités, en fait, détricotait tout ce qui avait été construit sur la base du Conseil national de la résistance. Et donc on détaillera dans les mesures du programme législatif, notamment certaines qui s'amusent. C'est ça, exactement ça. Donc là, ce qu'on va vous présenter plus, c'est le programme législatif. Hein, donc on a fait François Asselineau a fait cet effort pendant toute la campagne. Il a bien différencié entre le programme d'un chef d'État, d'un président, et celui d'un gouvernement. Donc là, on est entré dans la phase du programme législatif. Donc notre programme comporte presque 200 propositions. Et puis donc il se découpe, il se ventile en 20 thèmes. Donc ils sont vraiment c'est des thèmes qui touchent toute la vie des Français. Hein. Bon, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, de la justice, de la culture, de l'éducation. Voilà, c'est un programme qui est très très ambitieux. On ne va pas tout vous le dérouler parce que sinon on serait là un petit peu tard. On a promis de ne pas être trop long. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a autant de mesures que ça, 200 propositions. Il ne s'agit pas juste dans le programme de ce que présentait François Asselineau. Lui, il présentait 3 choses essentielles, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, donc le programme se complète par ça. Alors, il y a un thème aussi qui est très très fort à l'UPR, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut sortir de l'Union européenne, c'est qu'on veut récupérer notre souveraineté, notre démocratie. Ça ne va pas échapper, mais les choses deviennent un petit peu compliquées. Donc, on veut compléter, on veut rétablir cette démocratie, puis on veut la compléter par des mesures très très fortes, hein, qu'on peut présenter aux législatives. En tout cas, on peut se positionner à l'Assemblée avec ces mesures dans un premier temps, même si il serait difficile, sans avoir de majorité, de les faire appliquer. Mais on peut déjà les présenter. C'est-à-dire que nous, par exemple, on voudrait que le vote blanc, il y ait un vote blanc de plein exercice. Alors, vote blanc de plein exercice, ça veut dire que si le vote blanc
arrive en premier, eh bien, on recommence les élections et les personnes qui étaient présentes là, ben, on les renvoie un petit peu chez elles et puis voilà, on fait des élections avec de nouvelles personnes. Donc ensuite, on voudrait proposer des référendums d'initiative populaire, c'est-à-dire 500 000 personnes se présentent en mairie sur un sujet. Alors il faut que ce sujet, il faut que ce soit validé par le Conseil constitutionnel pour bien répondre aux exigences de notre Constitution. Et puis voilà, si le référendum est validé, il est mis en application sur le sujet qui a été choisi. Et puis il y a trois grands référendums qu'on voudrait proposer, parce que ce qu'on n'a peut-être pas assez précisé tout à l'heure, c'est que l'UPR se place au-dessus des clivages droite-gauche. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être un peu à la Macron, vous savez, celui qui s'adapte à son auditoire. Nous, ça fait 10 ans que François Asselineau nous dit la même chose. Mais on explique que pour rassembler le maximum de Français, il ne faut absolument pas entrer dans des sujets clivants et où tout le monde puisse se retrouver. Et justement, pour répondre aux autres questions que peuvent poser d'autres formations politiques, nous, on veut poser donc ces trois grands référendums qui sont un référendum sur l'immigration, un référendum sur l'énergie nucléaire et un autre sur la dette publique. Alors, des grands référendums, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ouvrir de grands débats avec la population. Grand débat, ça veut dire 6 mois de débat sur tous ces sujets. Et puis après, on demande aux Français, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pas par voilà, oui ou non, c'est trop basique. Ce sera des questionnaires à questions multiples, où on demandera ce qu'en pensent les Français sur l'immigration. Qu'est-ce qu'ils en pensent de l'immigration? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent qu'on reste dans Schengen, qu'on en sorte? Voilà, est-ce qu'ils veulent qu'il y ait des quotas? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que pensent les immigrés eux-mêmes? Voilà, on fera partie de tous les partenaires, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sur ce sujet, puis on fera voter. Et puis on appliquera là aussi. La dette aussi, il faut poser ce sujet, il faut mettre ce sujet sur la table, de cette fameuse dette, savoir comment est-ce qu'on fait. Bien sûr, certains proposent de ne pas la rembourser, donc nous on n'est pas dans cet état d'esprit, on est dans l'état d'esprit de poser la question aux Français, de qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette dette qui a été contractée depuis à peu près maintenant combien? Depuis les années 73. Oui. Depuis la loi Rothschild de Pompidou. C'est ça. Voilà. Donc là, de démocratie, c'est-à-dire qu'on veut en faire entrer ça. Donc ça, c'est par contre, c'est par réforme de la Constitution. Donc on aura besoin de faire une réforme de la Constitution en posant les questions et pour pouvoir inscrire ça et la modifier. Autre chose à dire sur ces trois grands référendums? C'est bien. Alors, là, ce qu'on va vous parler, c'est le projet de l'UPR, voilà, ce que voudrait faire l'UPR, ce que l'on peut proposer à l'Assemblée, et puis après, ce que l'on pourrait faire si on était vraiment, on fera des petits clins d'œil, de si on était vraiment, on était au pouvoir, si on avait donc cette majorité, puis qu'on pouvait agir, ce qu'on pourrait faire pour justement changer les choses en France. Alors, déjà, donc comme on l'a dit, on l'a déjà pas mal évoqué, donc l'UPR propose, sur le projet global, c'est de sortir de l'Union européenne. Donc ce qu'on explique pourquoi, parce qu'on est dans une Europe qui est auto-bloquée, nous sommes 27 pays et on a tous des intérêts contraires, donc on explique que ça ne peut pas marcher, que c'est impossible de pouvoir s'entendre sur des sujets qui sont trop opposés les uns aux autres. Je ne sais pas ce qu'on pourrait donner comme exemple. Par exemple, si on prend la restriction du mouvement de capitaux, la France pourrait être favorable à la restriction sur les mouvements de capitaux. Par contre, le Luxembourg ou Malte, Chypre, qui ont tout intérêt, parce que ça représente une part importante de leur économie, seraient totalement contre. Et comme il faut l'unanimité des 28 pays membres pour pouvoir modifier ne serait-ce qu'une virgule à l'intérieur des traités, il est évident que sur tous les sujets, il y aura forcément au moins un pays qui ne sera pas d'accord avec le choix de la France. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Union européenne n'est pas réformable, et comme elle n'est pas réformable et qu'elle ne nous convient pas, vaut mieux en sortir. Voilà.
Donc il y a d'autres pays qui proposent, donc, comme on l'a dit, enfin d'autres pays, excusez-moi, d'autres partis qui proposent, on ne va pas les citer, c'est pas nécessaire, qui décident, qui voudraient eux renégocier. Et puis ben, on explique que et si les autres pays ne sont pas d'accord, on va leur imposer par la force. Alors nous, c'est vraiment quelque chose qui nous surprend toujours, que les Français puissent adhérer à ce genre de choses, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas de quelque chose, et comme on ne veut pas de quelque chose, on va l'imposer à d'autres pays. Alors là, la démocratie, on se demande où elle est, c'est-à-dire qu'on est dans le chantage, hein, c'est les rapports de force. Donc nous, on explique que ça aussi, ça ne nous convient pas à l'UPR. On est pour la démocratie, on est pour que chaque peuple décide de ce qui lui convient. On ne veut pas imposer à l'Allemagne notre façon de vivre, on ne veut pas l'imposer aux Polonais, aux Portugais, aux Espagnols. Chacun doit décider de ce qui lui convient dans son propre pays. Hein, on parlait aussi d'une autre mesure qui est vraiment... On en parle tout le temps, c'est quelque chose d'incroyable. Les travailleurs détachés, je pense que vous avez peut-être parlé de ça, des travailleurs détachés. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez... On en parlait l'autre jour avec des organisations patronales, où tout le monde disait, oui, il faut lutter contre les travailleurs détachés. Donc j'ai exprimé, mais c'est une blague. Hein, les travailleurs détachés, c'est une directive européenne. Les Polonais, ça leur va très très bien, les travailleurs détachés, les Portugais aussi. Si on décidait, nous, de dire on ne veut plus de cette directive, et bien tout de suite, on serait... l'Europe nous rappellerait, enfin, l'Union européenne nous rappellerait à l'ordre en nous disant, non, vous avez signé les traités, vous devez accepter les travailleurs détachés. Hein, donc là aussi, ou bien on accepte, hein, ces travailleurs détachés qui viennent... pour expliquer un peu les travailleurs détachés, hein, c'est-à-dire qu'ils sont payés au même tarif à peu près qu'en France, mais c'est leurs cotisations qui sont payées dans leur pays, hein, qui sont moins importantes. Je crois que c'est pour compléter ça. Ensuite, donc, le projet de l'UPR, c'est aussi de sortir de l'euro. Là aussi, on explique pourquoi. On veut reprendre le contrôle de notre monnaie. Donc là, peut-être Jérôme, c'est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec l'euro, comme on a une monnaie qui est une monnaie commune à 17 pays, la BCE fait un choix de fixation d'un cours, et après ce cours évolue, mais c'est un cours qui ne correspond pas à l'économie propre de chaque pays. Du coup, c'est une cote mal taillée. Pour l'Allemagne, l'euro est sous-évalué. Pour la France, l'euro est surévalué. C'est le même cas pour la Grèce, pour l'Italie, pour le Portugal. Et ça pose problème parce que quand notre économie, comme aujourd'hui, est un peu en difficulté, il y a une possibilité quand on a sa propre monnaie, quand on est souverain, c'est de pouvoir dévaluer. Et c'est ce qui s'était passé suite à mai 68, où les salaires avaient fortement augmenté et où le franc avait été dévalué pour compenser l'augmentation de la masse salariale. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Donc du coup, on a un euro qui est trop cher pour notre compétitivité, et donc on n'exporte pas suffisamment tel qu'on le devrait. Et comme on n'exporte pas suffisamment, du coup, on importe. Voilà. C'est le cercle vicieux. Déficit extérieur. Et puis, ce qui se passe aussi, la grande, comment dire, ce qui règle les choses, après, c'est la dévaluation interne. Dévaluation interne, ça veut dire, on touche à nos acquis sociaux, on touche au droit du travail, on touche aux services publics, parce que bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire cette dévaluation de la monnaie, on le fait sur la population. Puis c'est pour ça qu'on a des lois qui arrivent, comme loi El Khomri. Hein. Là, ça va être loi El Khomri, le retour, la poursuite qui va arriver dans quelques temps avec les ordonnances. Hein. Donc ça, c'est l'explication du pourquoi on veut sortir de l'euro et revenir à une monnaie nationale. Bien sûr, le franc, hein. Je trouve que ça va bien, le franc. C'est chouette, oui, hein. le franc. Ouais, c'est bien le franc. Ça correspond bien à notre pays. Ensuite, la troisième mesure vraiment très importante, là, qui touche un autre aspect, c'est sortir de l'OTAN. Alors là aussi, c'est quelque chose, on veut le faire pour des raisons très, très, très précises. On ne veut pas avoir une politique alignée avec les États-Unis, parce que cette politique nous fait rentrer dans des guerres illégales. Hein, c'est-à-dire qu'on va bombarder des pays au nom du peuple français, sans nous demander notre avis, et sans prendre le minimum de recul et de se poser de réelles questions et de se dire quelle serait la meilleure politique pour ces pays, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, leur apporter autre chose que des bombes quand même. Hein, c'est l'idée d'avoir une politique où on n'a pas d'ennemis déclarés, où on est dans une coopération avec tous les pays du monde,
où on se protège avec le monde entier aussi. Hein, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de pays torchons et de pays serviettes, de pays meilleurs que les autres, aussi contre le choc des civilisations qu'induit cette politique alignée, puis ces guerres qui sont illégales. On est pour le respect du droit international. Est-ce qu'on peut compléter par autre chose que je n'aurais pas dit? La sortie de l'OTAN est relativement importante parce que ça nous conduit non seulement dans des guerres illégales, mais aussi avec un choc frontal avec la Russie. Oui. Et, on voit aujourd'hui encore dans les actualités un bombardier qui a frôlé les lignes, la frontière russe aujourd'hui avec une interception d'un avion russe. Donc on voit que les tensions sont extrêmes et ça pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Donc la sortie de l'OTAN est relativement importante pour ça, pour retrouver des relations avec la Russie qui soient des relations pacifiées. Et de sortir de l'OTAN est très simple, hein. Il suffit d'envoyer une lettre à Washington, et puis au bout d'un an, on est sorti de l'OTAN. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait assez simplement. Voilà, je pense qu'on a sur les 3 thèmes les plus importants, mais voilà, qui sont, bien sûr, nous n'avons pas gagné les élections présidentielles, donc c'est des choses que l'on ne peut pas mettre en place tout de suite. Alors, ce que je peux faire, moi, comme député. Hein, donc ça, c'est vraiment les choses où si je suis élu député, ce que je peux vraiment faire à l'Assemblée nationale, hein, dans un premier temps. Donc le député peut venir, si des lois lui sont proposées, il peut venir amender, il peut venir prendre la parole, il peut expliquer des choses, il peut demander des comptes, il peut demander certaines... Voilà, je veux dire, il peut se positionner, un député, même si, bien sûr... il faut un groupe pour agir. Déjà, un député peut déjà dire des choses, hein, se prononcer, puis expliquer aussi à ses concitoyens le tenant et les aboutissants de chaque loi, hein, de les éclairer à chaque fois. Comme nous, on a l'avantage d'avoir aucune alliance avec aucun autre parti, on n'a pas de gens à ménager, on n'a pas d'élus à ménager, on n'a pas de gens avec une politique, voilà, ils annoncent une politique, et puis après, par là, je voudrais parler par exemple des frondeurs, hein, qui ont exprimé tout leur mécontentement pendant la loi El Khomri-Macron. Et puis au moment de la motion de censure, voilà, il n'y a pas eu de motion de censure parce que l'idée c'était de ne pas perdre sa place si l'Assemblée venait à être dissoute. Donc nous on n'a pas du tout ce problème-là, c'est-à-dire qu'on pourra s'exprimer et il n'y a rien qui pourra nous arrêter, sauf bien sûr de respecter la loi et puis les personnes qui nous entourent. Hein. C'est très important pour ça. On peut vraiment avoir une expression, une tribune assez large grâce à l'Assemblée. Ensuite, nous, ce qu'on veut expliquer, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'a fait François Asselineau pendant toute cette campagne présidentielle, c'est expliquer les GOP, les grandes orientations de politique économique, qui sont dictées par l'Union européenne. Hein, c'est un texte, c'est des directives qui sont données, hein, par l'Europe à tous les pays, et c'est une feuille de route. Et cette feuille de route doit être suivie. Alors bien sûr, on dit que c'est des directives et que ce n'est pas obligé. Au final, il y a des contraintes qui font que si on n'obéit pas et si on n'applique pas les choses à plus ou moins long terme, il y a des sanctions qui tombent. Hein, c'est très très bien fait. La machine européenne, enfin de l'Union européenne, est très très bien faite. On a par exemple un Juncker qui exprime qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté face au traité européen. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Hein. Si on n'obéit pas, de toute manière, on obéira d'une façon comme d'une autre. On prend l'exemple de la loi, donc on reparle de cette fameuse loi El Khomri encore, qui a été votée, qui est passée sous un gouvernement socialiste avec des 49-3. Donc c'est pour dire toute l'étendue et toute la puissance de ces directives et de ces grandes orientations de politique économique. Donc je voudrais que, Jérôme, toi tu nous parles du PNR, hein, c'est-à-dire de ce qui dans notre droit à nous fait suite aux grandes orientations de politique économique. Oui, c'est ça en fait. Donc les recommandations de l'Union européenne, reprises sous la forme de GOP, sont édictées chaque année. D'ailleurs, la dernière mouture est sortie il n'y a pas longtemps. Et ensuite, le gouvernement français décline ça dans un programme national de réforme, le PNR, où dedans, on retrouve colonne par colonne la recommandation européenne, la grande mesure nationale qui va être prise, et ensuite les différents textes avec un calendrier annuel ou pluriannuel. Oui. Ce qui fait qu'on sait par exemple dans le PNR qu'il va y avoir
un alignement des régimes de retraite, de tous les régimes de retraite d'ici 2020. C'est inscrit à l'intérieur. On sait que pour l'année en cours et pour l'année prochaine, les dotations aux communes vont baisser de 3,5 milliards et de 3,7 milliards par la suite. Et ensuite, il suffit de reprendre toutes ces recommandations-là et on voit arriver, comme disait Christine, la loi El Khomri dont on a parlé, qui en fait était une déclinaison des grandes orientations politiques économiques. C'est ça. Donc tout ça, bien sûr, sans l'expliquer clairement aux Français. Hein, on ne dit pas exactement. C'est-à-dire que quand on explique qu'il y aurait pu y avoir M. Fillon, M. Mélenchon, Mme Le Pen au pouvoir, c'était exactement pareil. On ne l'explique pas ça aux Français. On ne fait pas les liens. À part, bien sûr, si on avait élu François Asselineau, qui aurait, lui, dénoncé et aurait tout de suite mis en place l'article 50 pour nous sortir des traités. Alors, ce que l'on peut aussi exprimer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que, bien sûr, même si je ne suis pas suivie comme députée, je peux quand même venir défendre nos industries. Je peux parler, par exemple, du pourquoi et du comment de nos délocalisations. Pourquoi ça se passe comme ça. Pouvoir venir prévenir les Français, leur expliquer que si on peut délocaliser, c'est là toujours aussi, c'est prévu par les traités. Hein, ça s'appelle le traité, je ne sais plus du numéro. C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui explique qu'on peut délocaliser entre pays tiers et pays membres sans qu'il y ait de restrictions. Hein, donc c'est pour ça qu'on va partir à peu près une usine tous les jours ouvrable. À peu près. Ouais, à peu près. Hein. Donc ces délocalisations aussi, ce qu'on peut expliquer à l'Assemblée, c'est qu'il y a aussi le problème qu'on a expliqué tout à l'heure, de ces mouvements de capitaux. Hein, il n'y a plus de contrôle des mouvements de capitaux. Là aussi, on peut expliquer pourquoi on n'arrive pas à récupérer la fraude fiscale, pourquoi est-ce que voilà, on a beau lutter et que les choses... on ne peut rien faire parce que justement, des multinationales peuvent déclarer des pertes en France et des bénéfices au Luxembourg, par exemple. Et là, on ne peut rien faire. Hein, c'est-à-dire que c'est légal. Donc, si on expliquait qu'on veut réintroduire des mouvements de capitaux, on pourrait expliquer aux Français qu'on peut lutter contre cette fraude fiscale. Donc, la fraude fiscale, c'est quand même 1 000 € par an et par habitant. Hein, on a plus de 60 milliards de fraude fiscale. Nous, on voudrait, bien sûr, si on était au pouvoir, si on pouvait mettre notre programme en place, on voudrait récupérer 20 milliards. C'est vraiment une somme colossale. Hein, ça éviterait peut-être s'acharner contre les retraites les retraites et les personnes âgées, par exemple. Donc ça, c'est sur ce je peux défendre au niveau de parler, de venir exprimer qu'on peut dénoncer ces délocalisations et ces mouvements de capitaux. Autre chose, c'est bien. Voilà. Ensuite, ce que je peux demander, même bien sûr si ce n'est peut-être pas suivi d'effet, mais je peux demander une hausse du SMIC de 15% dès juillet. Hein.